Face au mur. Pourquoi tu cours? Hein? T'as pas couru là? Tu bloques. Tu vérifies, Brian, à gauche. Et la police? Vendredi 7 juillet, 10 h. C'est ma première intervention de police secours. J'ai voulu partager le quotidien de ceux qui nous protègent chaque jour. Pour ce baptême du feu, je ne serai pas déçue. J'ai rendez-vous avec le brigadier-chef Philippe dans le 11e arrondissement de Paris. Voilà des jours que les habitants de cet immeuble se plaignent d'une odeur pestilentielle. Quelques heures plus tôt, les pompiers sont entrés de force dans l'appartement suspect. À l'intérieur, un cadavre. Nous intervenons sur une personne décédée à domicile, suite à un appel TNPS. Donc TN11 nous a transféré l'appel. Donc on intervient donc, à l'adresse précitée pour une personne décédée à son domicile. Suicide, mort naturelle ou crime, pour le savoir, le brigadier-chef Philippe et ses hommes investissent l'appartement. Je l'accompagne, c'est mon premier rendez-vous avec la mort. Voilà. Donc les pompiers ont découvert la personne allongée comme ça. Donc vous voyez l'état du corps. Donc voilà, je pense que ça remonte au moins à 3 semaines, 1 mois. Donc vous voyez l'odeur que ça dégage, c'est la putréfaction, quoi. L'homme au sol semble âgé d'une 60aine d'années. Sa peau est presque noire, brunie par la coagulation du sang. L'odeur est insoutenable, mais nous n'avons pas le choix. Il faut rester sur place pour accomplir les premières constatations. Tout d'abord, établir avec certitude l'identité du cadavre. Tout l'appartement est fouillé, aucun papier d'identité, seule une carte vitale va permettre d'identifier le corps. Vous vous trouvez à quelle adresse là? Rue 11e. L'homme est bien l'occupant de l'appartement. Il faudra plus tard retrouver et prévenir la famille. Aucune trace apparente de lutte, ni de traces d'effraction. Alors, selon le brigadier-chef Philippe, il y a peu de doute, nous sommes face à une mort naturelle. Et ça arrive souvent dans le 11e? Non, des morts à suspect, non. C'est en général, heureusement, c'est 98% des cas, c'est mort naturelle, comme on dit. Mais ça vous choque encore? Non, moi, on va dire, je passe au-dessus, quoi. Donc, du moment que ça me touche pas personnellement, on va dire, parce que voilà, c'est l'expérience. Malheureusement, on vit avec. C'est le travail, hein, ça fait partie de notre travail. On est police secours, donc malheureusement, on va dire, heureusement que c'est pas tous les jours qu'on fait des personnes décédées à domicile, mais c'est fréquent. Pour en être certain, le corps va être transporté pour autopsie à l'Institut médico-légal de Paris. Chaque année, l'IML en effectue plus de 3000. Personne ne peut rentrer dans l'appartement pour éviter de salir, entre guillemets, les... Voilà, c'est-à-dire que quand c'est suspect, on referme, on attend devant, on ne bouge pas. Là, je pense, avec l'expérience que j'ai, c'est certainement une mort naturelle. Donc suite à un étouffement, suite à un AVC, suite à autre chose. Et donc voilà. Ça, ils vont pouvoir le déterminer tout de suite? Ça, c'est à l'IML. C'est-à-dire, eux aussi peuvent dire, voilà, je pense que c'est naturel, mais c'est le travail des médecins légistes à l'IML. J'apprendrai plus tard que la victime est morte en s'étouffant. J'ai bouclé ce jour-là ma première enquête de police. Doucement. Concernant ma victime de poumon du temple, donc il a une plaie à l'abdomen d'environ 5 cm de large, avec les viscères qui ressortent, c'est suivi. Durant plus de 2 mois, j'ai vécu avec l'un des plus prestigieux services de police de Paris. On l'appelle la DESPAP, pour Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Rien de dangereux chez vous, monsieur? Rien d'interdit? Non, sûr? Ton shit, tu ne prends pas ici, ton shit, t'as compris? Donc tu rentres chez toi maintenant, c'est clair? On s'en garde à vous. 21 000 agents et fonctionnaires veillent sur la sécurité de plus de 6,5 millions de personnes à Paris et dans les villes voisines. Leur mission, prévenir et lutter contre la petite et la moyenne délinquance.
Cambriolage, sécurisation de la voie publique, accidents, vol ou encore braquage, les hommes et les femmes de cette police de proximité m'ont ouvert toutes les portes et m'ont montré comment ils font face à la criminalité. La force de frappe de la police nationale ce soir, ce sera vous et la BAC 75e. Une expérience dont on ne ressort pas indemne. Voici les mystères de la police, enfin dévoilés. Paris, nous sommes dans les sous-sols d'un bâtiment. C'est tout ce que j'ai le droit de dire, car ce lieu doit être tenu secret. C'est dans cette salle que commencent la plupart des affaires judiciaires. Urgence, oui, j'écoute. Ah, d'accord. Ok, bon, bah, très bien, on va aller voir ça. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Nous sommes au fameux 17 Police Secours, ce mythique numéro de téléphone qui permet de joindre la police en urgence. Capitaine, ici on est ce qu'on appelle la plateforme des appels d'urgence, pas uniquement le 17. On reçoit ici les appels du 18, donc sur le Paris plus la petite couronne. Ouais. Les appels du 112, donc l'appel d'urgence européen, et les appels du 17, uniquement pour l'instant les appels parisiens 75 et de la Seine-Saint-Denis 93. D'accord. Voilà. On fait une petite visite? Oui. Allez, petite visite. Les appels d'urgence, rien que pour Paris et sa petite couronne, il y en a près de 1 million par an. Alors pour tous les traiter, plus d'une centaine de policiers et de pompiers sont réunis ici, dans cette salle de 1000 m². Allô, bonjour monsieur, où êtes-vous dans le 20e arrondissement, s'il vous plaît, précisément? Leur première mission est de classer l'urgence, car beaucoup d'appels n'ont rien à voir avec les missions du service. Plaisantins, demandes farfelues sont malheureusement légion, comme je peux m'en rendre compte. Là, il n'y a plus d'électricité. Mais c'est peut-être vos fusibles. D'accord, vous avez été voir aux voisins, eux non plus, ils n'ont plus d'électricité? Oui, enfin, moi je fais pas d'électricité, monsieur, je veux bien venir pour les perturbateurs. Après, l'électricité, c'est pas trop mon domaine. Il n'y a peut-être pas payé? Oui, aussi. Pour classer les appels, voilà comment ils s'y prennent. Une première équipe, appelée plateforme 1, a 30 secondes pour juger de leur urgence et de leur pertinence. Depuis minuit, la plateforme 1 a déjà reçu et traité près de 2500 appels. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est un tableau numérique sur 24 ans, le nombre d'appels de personnes qui ont appelé le niveau 1 pour des situations d'urgence ou pas. Donc ça veut dire 2006 plus 2003 plus 1887 plus 174, c'est le détail rien qu'aujourd'hui. Mais ça commence fort. Donc le niveau 1, oui, composé d'agents administratifs du ministère de l'Intérieur qui sont chargés de caractériser l'urgence et l'importance d'un appel. Ce qu'il faut savoir, c'est que 60% des appels qui arrivent ici ne sont pas des appels qui relèvent de l'urgence et qui polluent tous les appels qui sont vraiment urgents ou très urgents. Disons que je suis une opératrice. Donc là, le téléphone sonne. Donc le téléphone sonne. Et quel est le motif de votre appel? On m'a volé... On est en train de voler ma voiture ou de casser une voiture. D'accord. La situation dangereuse persiste-t-elle? Le malfaiteur est-il toujours sur les lieux? Si c'est un vol qui est en train de se faire, ça va être qualifié très urgent, donc ça va être transféré au niveau 2. Il va pouvoir récupérer cet appel en priorité. En fait, vous avez très très peu de temps pour savoir si c'est vraiment urgent, pas urgent, si c'est un farfelu, si c'est... Toute la difficulté de ce poste au niveau 1, c'est de traiter les appels en 20 à 30 secondes et de transférer très rapidement au niveau 2 s'il faut une intervention police. D'accord. Chaque jour, plus de 1000 appels sont transférés à la plateforme 2. Ces agents aguerris doivent savoir gérer toutes les situations et réagir au plus vite. Bonjour, bonjour. Bonjour, enchantée. Bonjour Cécile. Elle est sympa, elle j'aime beaucoup, elle s'appelle Cécile, elle est bien, la mieux de toutes. C'est Cécile, ma nouvelle collègue, qui va m'expliquer ses secrets. Cette policière assermentée de 36 ans a déjà 2 ans de police secours, après 15 ans de service. Une vraie pro. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne? C'est-à-dire que le niveau 1 vous envoie un caractère d'urgence ou de très urgent, tout à fait. Et là, vous prenez la main. Voilà, on prend la main. Donc quand ça apparaît en appel très urgent, on le prend évidemment en priorité. Et donc là, on arrive souvent sur des interventions plutôt compliquées, des cambriolages en cours, des agressions, des vols violences, enfin des choses vraiment qui demandent à être vraiment tout de suite réactives. Et donc on appelle tout de suite les véhicules pour qu'ils aillent sur l'intervention. Bonsoir monsieur, je vous écoute, que se passe-t-il? Où êtes-vous?
D'accord. Voilà quelques minutes qu'elle est en ligne. Dans une boutique, 2 personnes ont eu un accrochage. Il est où, monsieur, votre magasin? Il est où, votre magasin? Dans quelle ville? À Montreuil, monsieur? D'accord, je vais appeler mes collègues, on va venir voir ça, monsieur. Et toutes 2 vont appeler la police. Oui, bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Vous avez été violée par le monsieur qui travaille à la caisse? Expliquez-moi un petit peu ça, madame. Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas à Montreuil? Voilà, au 232 rue. Voilà, donc lui-même, il m'a appelé également. Mais il n'y a pas eu de viol, madame, vous parlez de viol, il n'y a pas eu de viol. C'est une altercation verbale, il vous... Madame. Un viol, madame, c'est une agression sexuelle. Voilà, il vous a poussé, il y a eu un différend commercial qui a mal tourné, d'accord. Mes collègues ont été prévenus, madame, déjà, on va venir voir ça, hein. Sur l'ordre de Cécile, une patrouille va intervenir et mettre fin au différend. La policière doit réunir le maximum d'informations pour être certaine que l'intervention d'une patrouille se justifie. Car ce n'est pas toujours le cas, comme lors de ce second appel. Un automobiliste refuse de remplir son constat. Monsieur, parlez un peu plus doucement, s'il vous plaît. Vous avez eu un accrochage? C'est-à-dire, monsieur, il y a eu un accrochage avec un autre véhicule, vous n'êtes pas d'accord sur le constat? Et donc, quel est le problème, en fait? Pourquoi vous appelez la police, en fait, dans ces cas-là? Vous savez, le constat, monsieur, n'est pas obligatoire sur place, hein. Prenez ses coordonnées, sa plaque d'immatriculation, son assurance, et chacun son constat, chacun de son côté, monsieur, hein. C'est pas une obligation, hein. C'est pas la peine de rester sur place et de chercher la bagarre avec l'autre personne, monsieur, hein. Voilà, monsieur. Faites votre constat tranquillement. Au revoir. Les Parisiens au volant deviennent fous, hein. C'est incroyable, hein. Des fois, des différends entre automobilistes, on en arrive à des blessés graves, hein. La dernière fois, on a fait un coup de couteau comme ça, hein. Ils n'étaient pas d'accord sur un accident matériel tout bête, et ils ont sorti les couteaux, quoi, coup de couteau. Ah non, mais c'est... Les Parisiens au volant sont fous, vraiment fous. À chaque heure de la journée correspondent des infractions différentes. La nuit, c'est bien souvent bagarre et agression. La journée, accident de la route et vol. Police secours, bonjour. Appel des pompiers pour un... D'accord. Au téléphone, un vigile d'un supermarché explique à notre policière avoir arrêté un homme qui consomme sans payer dans l'établissement. Il le retient en attendant l'arrivée de la police. Donnez-moi, monsieur, la rue de Tolbiac, à quel numéro vous êtes? 174, et c'est le Carrefour Market, hein? D'accord. C'est une personne habituée de chez vous, c'est ça? Donc un appel très commun également, les vols à l'étalage. C'est une grosse partie de notre travail également. Donc là, c'est quelqu'un qui consommait dans le magasin, mais comme c'est pas la première fois, c'est quelqu'un d'habitué, cette fois ils l'ont interpellé pour essayer un petit peu de... Ah, parce qu'on n'a pas le droit de manger dans les magasins? Ah si, on peut, si on passe à la caisse et qu'on paye ce qu'on a mangé. Mais là, lui, apparemment, il a fait entrer plat dessert et qu'on ne peut pas payer en partant. D'accord. Il y a des trucs qui vous font rire tellement c'est... Ça fait rire. Ouais. Il y a des choses vraiment qui nous font rire. On a été appelé il n'y a pas longtemps pour... C'est un voisin qui nous appelle, il y avait des cris donc, chez les voisins. Il pensait à un différend conjugal avec violence. Donc moi j'appelle, oui, différend conjugal, peut-être femme battue, donc on y va vite. Et en fait, quand les collègues sont arrivés, ils sont tombés sur une séance un petit peu débat sexuel, un petit peu sadomaso. Et voilà, des fois, on envoie des collègues sur des interventions et on arrive sur des choses auxquelles on pense pas du tout, quoi. Mélinda, 43 ans, 16 ans de service de police secours. Comme Cécile, elle est aussi une policière aguerrie du service. Pour traiter les appels et constater les infractions, Mélinda a recours à une technique devenue aujourd'hui indispensable, la vidéoprotection. Paris est équipé de plus de 2500 caméras, auxquelles s'ajoutent celles des métros et des transports publics, qu'elle peut consulter en direct, comme lors de cet appel. Urgence, oui, j'écoute. Oui. Un homme explique être témoin d'une agression sexuelle envers 2 femmes. Donc 2 individus alcoolisés, ils ont fait un compliment à la dame, elle a mal pris et là ils sont en train de se battre. Mais il fait quoi le patron? Ah, d'accord. Ok, bon, bah, très bien, on va aller voir ça. Urgence, oui, j'écoute. Oui, allô, bonjour. Je suis actuellement bloqué dans un kebab à cause d'une altercation. Et bah, là, on ne peut pas sortir parce qu'ils sont juste devant, ils nous menacent. Et quelques secondes plus tard, une des 2 victimes appelle, réfugiée dans un snack bar. Vous êtes dans un kebab, du coup, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Et là, ils vous laissent pas sortir? Donc moi, on m'a dit que vous étiez au 10 boulevard. Non, c'est le 4. Vous êtes au 4? Oui. D'accord. Madame, ils sont comment, les 2 personnes qui vous empêchent de sortir du kebab? Un chauve et un... un chauve avec un t-shirt blanc et l'autre avec un t-shirt orange. Très bien. Je vous envoie un véhicule. Une patrouille est immédiatement dépêchée sur place.
Grâce à la vidéoprotection, Melinda repère les agresseurs en quelques clics. Donc 2 Européens. Les voici, à l'image, en train d'attendre que les jeunes filles sortent. Un fort corpulence avec un t-shirt orange. Le deuxième, mince, un t-shirt blanc, pantalon noir. Les policiers exfiltreront les 2 jeunes femmes qui finalement ne porteront pas plainte, certainement par peur de représailles. Mais en fait, quand vous avez un appel, parfois quand vous lui parlez, vous regardez en même temps? Oui. D'accord. En même temps qu'elle me donnait la description, on les voyait. C'est une déception pour Melinda. Même derrière son écran, la jeune femme reste sensible au malheur qu'elle constate chaque jour. J'imagine qu'il y a des histoires quand même, auxquelles on s'attache plus que d'autres. C'est-à-dire qu'on essaye de suivre parce que vous les avez gardées longtemps au téléphone et que... Oui, alors c'est les personnes qui menacent de suicider. En fait, on les garde au téléphone jusqu'à temps que les pompiers arrivent. En fait. Et là, vous attendez... Voilà, c'est compliqué parce que des fois, c'est 5, 10, 15, 20 minutes. Et il y a des gens, en fait, voilà, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants. Donc, c'est compliqué de trouver voilà, un point d'accroche pour les tenir en vie. Pour les tenir au téléphone jusqu'à temps que les pompiers arrivent. Après, on attend que les pompiers soient dans le logement. Et nous, ça s'arrête là, on raccroche, en fait. Être policier, c'est aussi être le témoin privilégié des misères de la capitale. Paris, la ville lumière, a aussi sa face cachée. Chaque année, il s'y déroule plus de 250 000 crimes et délits. Trafic de drogue, vol avec violence, homicide, braquage. La palette est large. Alors pour assurer la sécurité de tous, la préfecture de police dispose de plus de 35 000 agents. Parmi eux, la compagnie de sécurisation et d'intervention, la CSI 75, l'unité d'élite de cette police de proximité. Allez, rapidement, vous équipez en MO. C'est parti. Sous l'autorité du commissaire Barnabé, les hommes de la compagnie sont les spécialistes des zones les plus sensibles de Paris. Des hommes de terrain qui luttent chaque jour contre la délinquance urbaine. Ma première mission sera avec les motos aux côtés du major Jean Daniel, le responsable des unités motos. En montant avec eux, je dois tenir compte des risques. La vitesse, je l'avoue, me stresse un peu. Major, là on va partir en patrouille. Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur? Est-ce que cette peur justement vous facilite le travail ou peut empêcher votre travail? À partir du moment où on connaît sa peur, déjà on peut passer à côté. Après, quand vous parlez de vitesse, la vitesse n'est qu'un moyen. La vitesse n'est qu'un outil d'interception. Et le vrai danger n'est pas forcément que dans la vitesse, mais c'est aussi dans l'interpellation. Dans l'interpellation, dans le rapprochement de la personne. Donc en fait, c'est un tout. Ma première mission avec l'unité moto sera dans les rues de la capitale. Nous partons pour traquer le flagrant délit. Vas-y David. En fait, les deux qui sont devant, sur une patrouille à 4, c'est eux qui regardent vraiment ce qui se passe et vous, vous êtes en soutien, c'est ça? Oui. Voilà quelques minutes à peine que nous roulons sur le périphérique et déjà un premier client. Regardez, sur notre droite, nous sommes doublés par un scooter en excès de vitesse. Il est immédiatement repéré par le commissaire Barnabé en soutien de ses hommes dans une voiture suiveuse. Et ouais, ça roule fort là parce qu'il vient de faire plusieurs centaines de mètres en quelques instants. C'est justement là qu'on trouve la force des motos, c'est qu'en voiture là on n'aurait jamais réussi à le rattraper. Et là les motards de tête qui sont loin devant vont nécessairement l'intercepter. Assise à l'arrière d'une des motos, c'est ma première course-poursuite. Elle va durer quelques secondes, elle me semble une éternité. Le motard est stoppé à une porte de Paris. Police nationale, c'est un petit contrôle. Vous avez des choses dangereuses sur vous? Rien du tout. Est-ce que vous pouvez me présenter une pièce d'identité, permis, etc. Ce contrôle n'est pas anodin. Le commissaire Barnabé m'apprend une technique de flic. Souvent, une infraction au code de la route peut cacher des faits bien plus graves.
Le chauffard pourrait par exemple transporter de la drogue. Cette fois, ce n'est pas le cas. Le motard adresse ses excuses aux policiers pour l'excès de vitesse de 20 km/h au-dessus de la limitation. Il sera simplement mis en garde. On appelle cela un rappel à l'ordre. Clairement, notre cœur de métier à la CSI, c'est la lutte contre la délinquance. La délinquance générale, pas la délinquance routière. Donc évidemment, on en fait, mais quelque part, là, c'est plus un moyen pour nous d'avoir un contact avec cet individu qui pourrait nous intéresser. Mais derrière, si concrètement, on ne découvre pas d'armes, pas de drogue, et qu'il n'est pas recherché par la police, on va juste lui faire un rappel à la règle. La recherche de gros poissons n'exclut pas de faire régner la loi dans les rues de la capitale. Nous fonçons de nouveau vers un scooter. Cette fois, 2 adolescents. L'un d'entre eux ne porte pas de casque. Les mecs, ils mettent pas de casque, quoi. Sans déconner. Une fois encore, après vérification, aucun n'est détenteur d'armes ou de drogue. Le conducteur repartira libre avec son scooter. Le second, après un rappel à la règle, est bon pour prendre le métro. Aujourd'hui, c'est cadeau. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Parce que là, si on fait notre travail, je pense que vous en avez pour... D'accord ? Donc vous restez à pied, vous n'avez pas de casque, vous n'avez pas de gants. Vous, il va falloir que vous ayez des gants. C'est clair ? Allez, bonne journée, monsieur. Ça marche ? Allez, on est parti. L'idée, c'est de regarder ce qui se passe aux alentours, dans l'environnement des motards durant leur patrouille, et de déceler des comportements inhabituels qui vont amener à un contrôle d'identité, par exemple, ou à une interpellation immédiatement si on constate une infraction. Donc c'est surtout le flair du policier à ce moment-là qui joue, et l'expérience. Ils connaissent les comportements habituels de certains délinquants, et c'est ce qu'ils vont essayer de repérer. Les motards opèrent toujours en duo et font appel à une voiture en cas d'interpellation pour conduire les délinquants au commissariat. 7 de France, renfort, découpé de la suite. Vas-y, viens, on va 7 de France. Parmi les spécialistes du renfort de la compagnie, Christian et Maïva. La jeune policière est une petite gloire au sein de la CSI 75. Elle est triple championne du monde de boxe professionnelle. Ils sont super fiers de toi. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah, mais très très fiers. Le commissaire Barnabé, très très fier de tous ces hommes en général. Oui, bien sûr. Mais de toi, parce qu'effectivement, ton activité extra-professionnelle fait bien sûr rejaillir sur le service. Ah oui, parce qu'il faut savoir que je boxe avec l'écusson de la police de la CSI 75. Ah, tu boxes avec le Ah ouais. En fait, j'ai un écusson tatoué provisoirement sur le bras, en fait. C'est drôle. Hein. Et sacrée nouvelle championne du monde IBF dans la catégorie des super plumes, Maïva! Autant dire que peu de voyous résistent à Maïva. Je suis en voiture à ses côtés. Nos collègues en 2 roues ont repéré un motard au comportement suspect. Je le vois pas. Maïva est en soutien en cas d'interpellation. C'est un contrôle. Les gants, c'est obligatoire. Vous devez avoir la vignette critère depuis 3 jours, c'est obligatoire, c'est une amende. Il y a... En fait, je vous explique, le véhicule, il appartient à un garage. Ouais, posez juste le casque, s'il vous plaît. Je vais d'abord m'assurer que vous n'avez rien d'interdit de dangereux sur vous. Pas de stupéfiants, rien? Vous êtes connu, service de police? Oui, quand j'étais plus jeune, oui. Mais ce n'est ni la vignette ni les gants qui intéressent les agents. Après vérification, l'homme conduit sans son permis, qui lui a été retiré à plusieurs reprises. Permis, bravo, on demande d'aptitude, FPR. Ah, vous auriez pu le dire, hein? Il n'y a pas le Dès le départ. On va aller au commissariat, monsieur. Ah, pour le permis. Normal, non? CQ AFA 32, on se rend au CEIP 18. Le scooter restera sur la voie publique. L'homme est escorté par Maïva et Christian jusqu'au commissariat le plus proche pour d'ultimes vérifications. Scooter qui remet mon droit, vas-y, la plaque. C'est quoi ça, c'est un R? WA. L'homme au casier judiciaire chargé est alors placé en garde à vue. Multirécidiviste pour conduite sans permis, il risque la prison ferme.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur qui était en défaut de permis est placé en garde à vue. Ah oui, direct. Oui, parce qu'il est multirécidiviste. Donc c'est un habitué, il a déjà fait de la prison à 2 reprises pour les mêmes faits. Donc il est passé en garde à vue et s'il a une peine avec sursis ou une mise à l'épreuve, je pense qu'il retournera en prison. Là, je pense qu'il va peut-être comprendre. Je suis pas sûr qu'il comprenne, mais au moins il aura le temps d'y réfléchir. Lorsqu'ils ne sont pas en service, Maïva, Christian et beaucoup de leurs collègues participent bénévolement à des journées d'initiation auprès d'un jeune public dans des quartiers difficiles. Je les accompagne au programme Cohésion, pratiques sportives et techniques de défense pour recréer du lien entre les policiers et les citoyens. C'est parti. 1, 2. C'est prêt? C'est pas mal, hein? Dis donc, hein? Mission accomplie aujourd'hui avec les jeunes du quartier. Mais le plus gros du travail se concentre sur l'anticriminalité, dont la lutte contre le trafic de drogue. Anthony est en train d'installer le matériel. Je vous tiens au courant lorsqu'on est en place. Ça donne quoi de votre côté pour l'instant? On se met en place et puis après on va dispatcher son tour. Ouais, c'est bien pris. Loïc de TK. Et quand vous êtes en place, ping, un petit coup sur le tir 90 pour que tout le monde est là. Nous sommes dans une planque, un appartement prêté pour l'identification d'une bande de dealers menée par le commandant Rudolph et ses hommes. Parce que quand je fais une photo, je peux pas zoomer autant que. Enfin, je peux zoomer là, en fait, en vidéo, là, je peux m'en rapprocher. En vidéo. On peut même vraiment, c'est là où vous voyez vraiment le. Un trafic de drogue a été signalé dans le quartier. Pour le démanteler, ils ont investi cet appartement pour surveiller les dealers et recueillir un maximum d'informations. Actuellement, nous sommes sur un trafic de produits stupéfiants sur un secteur parisien. Ils disposent de quelques jours pour comprendre comment s'organise la petite bande. On en a déjà fait sur plusieurs jours, ouais. 8 heures par jour, enfin, 6-8 heures par jour et sur 3-4 jours. Et encore, c'est plutôt court pour ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas le temps non plus de passer des mois dessus, mais pour nous, ça reste déjà assez long. Il est midi. Comme prévu, les jeunes se sont bien installés à l'endroit indiqué. Donc là, le point va bientôt débuter, je pense. Reste à savoir si ce sont les individus soupçonnés du trafic. Parce que ça a roulé son joint, donc est-ce que c'est pas juste un petit morceau qui va dont il s'est servi, mais c'est un directement dans le... On va attendre, hein, on va voir si ça... Si y a des clients qui prennent contact avec lui, on va voir si ça donne. C'est pas peur, mais on ne serve pas. Ouais, Anto qui est sur en pleine surve. Hein. Il a vu passer quelques acheteurs, mais pour l'instant, la vente n'a pas débuté. Vous confirmez de votre côté? Oui. Le temps passe. Afin de rester discret, les policiers ont tout prévu pour ne pas devoir sortir. Ouais, c'est bien pris votre écart. En début d'après-midi, la vente de stupéfiants commence. C'est lequel, Anto? Capuchin noir, c'est ça? Enfin, le policier va parvenir à repérer 4 dealers. Il va les prendre en photo pour les identifier en vue d'une prochaine interpellation. Trois jours plus tard. Alors, pour info, ça peut être hyper long. On a quand même 4 mecs qui stationnent ici. Et à chaque fois, c'est jamais le même qui va. Donc le but, c'est de mettre les 4 dedans. Forcément, on va attendre qu'à chacun leur tour, ils vendent le produit et une fois qu'on a la transac, on fait le serrage. Okay. Je suis avec la vingtaine de policiers qui va mettre fin au trafic de drogue sous la direction du commissaire Barnabé. C'est une opération qui est totalement maîtrisée. Vous connaissez physiquement les dealers, vous savez à peu près qui... Ouais, on a procédé à des surveillances. Alors comme souvent, on ne sait pas encore tout, il y a énormément d'inconnus dans l'équation. Notamment là, on n'a pas encore identifié où ils cachent leur drogue. On se doute que c'est à proximité, mais comme on ne sait pas bien où exactement, après l'interpellation, on va utiliser un chien de recherche en stupéfiants qui va essayer de nous permettre probablement de trouver leur cache. Et ainsi, on pourra apporter plus d'éléments de preuve aux magistrats parce que le but, en fait, c'est d'apporter le plus de preuves possible avec des témoignages, des photos, de la drogue, de l'argent. Voilà. Pour établir le trafic, on va commencer par interpeller des acheteurs, des consommateurs de drogue. Et ensuite, quand on en aura interpellé suffisamment dans la journée, et on va interpeller les vendeurs. D'accord, ok. On se prépare alors. On se prépare. Okay, merci beaucoup. Et j'espère que tout ira bien pour vous. Nous partons sur les lieux. Première étape de la mission, interpeller des acheteurs de stupéfiants. L'objectif, prouver le trafic au juge d'instruction.
Des acheteurs pourront nous être utiles pour l'identification des dealers. Il y a une transaction en cours là. Là, on vient d'avoir une transaction entre un dealer et un acheteur. Donc on se rapproche rapidement du secteur pour essayer d'interpeller cet usager de stupéfiants qui va nous permettre d'alimenter la procédure de trafic en fait. L'acheteur est facilement interpellé. Il nous est confié. Nous montons dans le véhicule pour un premier interrogatoire. Le jeune homme reconnaît avoir acheté de la drogue mais assure être incapable de reconnaître le vendeur. Vous aimez la garde à vue, vous en avez déjà fait? Oui, j'en ai déjà fait une fois. Vous voulez en faire une là ou pas? Pas du tout, non. J'achète, ok. Voilà. Moi, je vous dis un truc, c'est pas pour être pas coopératif, j'ai pas regardé un visage, je regarde jamais les visages, je pourrais pas vous les décrire. D'accord. C'est tout. D'accord. Voilà, moi je peux pas vous aider en fait. J'ai à part vous dire, ouais, j'ai acheté, est-ce que ça... Non mais nous, on n'attend pas des... Vous avez montré des visages, moi je vais pas le faire, hein, parce que je connais pas de visage. Oui, non, mais que vous soyez pas courageux, ça je m'en doutais, hein, bien avant de vous voir. Bah oui. Bah oui, vous n'êtes pas courageux. C'est une question de courage, monsieur. Bah si, vous avez peur là. Vous voulez que si je vous montre des visages, vous me dites ah non, moi je vois pas de visage, parce que vous avez peur en fait. Mais c'est normal, mais c'est fréquent chez les usagers de drogue de pas être hyper courageux. Moi je dis pas parce que je peux pas ici. Je viens de le dire à la dame, j'ai dit, quand vous étiez dehors, qu'il y a des endroits où on peut savoir qui c'est parce qu'on voit le type en face, main à la main. Ici ça se jette, on n'arrive pas en dessous, les visages on les voit pas, ils sont sous cagoule, moi je peux pas reconnaître des yeux. D'accord. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous demandez le mode opératoire. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, on va vous ramener au commissariat. Bonjour. On a un interpellé avec nous qu'on voudrait présenter. On a un interpellé, ouais. Le consommateur va faire l'objet d'une procédure judiciaire pour simple possession. Arrêtez là, s'il vous plaît, mettez-vous là. Dans ce cas précis, il risque la garde à vue. Mais cette étape est indispensable pour pouvoir arrêter son dealer. Avancez devant moi, s'il vous plaît. Avancez. Donc voilà. Voilà son... Non, il n'y a rien. Il vient de l'acheter, 10 €, il dit. 10 €? Oui. Donc, il l'a roulé dans la foulée, il me dit. Ah, dans la foulée. Ouais. Et ensuite, il est sorti du parc et on l'a interpellé. L'officier de police judiciaire va vérifier s'il s'agit bien de cannabis. Pour le confirmer, il dispose de ce boîtier. Le test est positif. Qui ont des couleurs différentes et des profils exacts. Comme prévu, le jeune homme a reconnu l'achat, mais jure ne pas pouvoir identifier son dealer. Pour info, là, celui qu'on a ramené, il reconnaît rien sur les photos, il dit qu'il voit pas et compagnie, il reconnaît juste l'achat, mais pas les personnes. Mais sa journée n'est pas terminée, il va être retenu en cellule dans le cadre de sa garde à vue. Donc là, on est au commissariat du 20e. On vient d'amener un acheteur, un deuxième acheteur. C'est ça, il y en a un troisième qui arrive. Et donc tous ces acheteurs nous permettent de constituer l'infraction de trafic de stupéfiants. Ça démontre bien que les gens qui sont implantés à cet endroit sont en train de vendre de la drogue. La preuve, il y a une succession d'acheteurs qui viennent se rendre à eux. Et donc maintenant, la prochaine étape, ça va être d'essayer d'interpeller ces vendeurs. Sans ces usagers de drogue, on ne peut pas démontrer que les vendeurs sont des trafiquants de drogue. Donc on va avoir besoin de garder à notre disposition ces usagers tout au long de l'enquête, c'est-à-dire durant les prochaines heures, pour leur présenter par exemple des photos, les confronter avec les vendeurs. Et donc il faut qu'on les tienne à notre disposition, donc on ne peut pas les priver de liberté sans cadre. Donc voilà pourquoi la garde à vue. Là, je suis en train de rechecker les photos avant l'interpellation des individus qu'on a pris. Donc lui, par exemple, c'est celui qui récupère l'argent. Lui, c'est celui qui déplace le produit. Donc on se remet en tête les individus. Ouais, chacun a un poste. Si ça se passe bien, on va les prendre de court et on n'aura pas à leur courir après. Si on manque de précision ou si on n'a pas de chance, ils vont s'enfuir et dans ces cas-là, il faut être sûr après qui l'on court. Avec le jogging bleu début de l'allée. On va vous montrer des photos. Le jogging bleu, je l'ai en bisu et contre le muret. Ouais, donc t'as encore du produit dans la main. Attention, donc les véhicules interpellateurs, top interpellation. Ouais, c'est reçu pour Thaï. On va monter, on va rentrer nous à pied par la droite. L'opération débute. Les suspects sont regroupés dans un parc de la ville de Paris qui dispose de plusieurs sorties.
Alors les équipes du commissaire vont investir les lieux par plusieurs chemins différents. Il faut faire vite, être coordonné et essayer de profiter de l'effet de surprise. Ça court. Voici les cibles. Les jeunes gens sont encerclés et n'ont pas le temps de fuir. Personne ne bouge les gars là. Personne ne bouge là. Restez là. Mettez face au mur, face à nous. Les mains face au mur. Les mains au mur les gars là. Comme il fallait s'y attendre, les palpations de sécurité ne donnent rien. Il y a une bonne raison. Les dealers gardent rarement l'argent ou la drogue sur eux. Tout est caché dans les buissons aux alentours. C'est la raison pour laquelle, au départ, aucun d'eux ne semble inquiet. Ils sont loin de se douter qu'une enquête complète a déjà été réalisée à leur encontre. Au moment de passer les menottes, les suspects commencent à se rebeller. Ils comprennent alors que ce n'est plus un simple contrôle et que la police dispose sûrement de charges contre eux. Certains sont même très violents, car récidivistes, cette arrestation pourrait leur coûter la prison ferme. Eh monsieur, 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 monsieur. Pourquoi tu vas me noter? Quel motif? Quel motif? Pourquoi tu vas me noter? Pourquoi? Il a juste écouté, regarde, il va se laisser mener. En fait, ta main, toi. Laisse-la faire. Tu te laisses faire tranquillou, ça se passe bien, d'accord? C'est bon? Voilà. On serre, on passe. C'est bon là, c'est bon, on a tout, donc tous les objectifs sont interpellés. Donc là on va temporiser un petit peu et ensuite on va faire intervenir le chien. Dernière étape, il faut récupérer la drogue cachée dans le parc. À l'aide de Zoé, le chien policier, plusieurs planques vont être débusquées. Il a remis. Ici, les pochons sont apparents là. Et il y en a, là-bas dans un petit bac. Ok, les gars. Fin de l'opération. Les suspects sont emmenés au commissariat. Il faut faire vite. Les policiers n'ont qu'une heure pour les présenter à l'officier de police judiciaire. Passé ce délai, ils devront être relâchés. Vous pouvez me noter? C'est trouvé à côté. Ah, à côté, oui. Le monsieur là, il n'a pas de stup sur lui. C'est celui qui est dans le bureau à côté. C'est qui a caché, qui a amené ça pour le cacher. D'accord. Vous l'avez vu? Oui, mon collègue l'a vu, il était planqué, donc on l'a vu arriver, il a planqué ça. Les suspects sont donc entendus par l'officier de police judiciaire et placés en garde à vue. Monsieur, vous êtes placé en garde à vue. Ok. Est-ce que vous souhaitez faire aviser quelqu'un? À l'issue de cette garde à vue, ils seront ensuite présentés à la justice qui décidera ou non de leur placement en détention. Il risque quoi, 5 ans de prison? 10 ans pour trafic. 10 ans pour trafic. Après, c'est toute chose égale par ailleurs, ça reste un petit trafic. On n'a pas ramené de quantité immense. On va avoir du mal à déterminer, vu la rapidité de notre intervention, on va avoir du mal à déterminer justement l'antériorité du trafic, les profits qu'il a pu générer, le nombre de personnes qui ont pu profiter directement ou indirectement de ce trafic. Donc,
Ça reste une petite opération. Ça veut dire que le lieu que vous venez de nettoyer, si on peut dire, régulièrement, vous allez revenir? Oui. Malheureusement oui, parce que d'autres, si ce ne sont eux, vont s'implanter dessus. Donc il va falloir recommencer, c'est un travail de longue haleine. Mais il ne faut pas forcément raisonner en est-ce que les gens que j'ai interpellés vont partir 5 ans ou 10 ans en prison. Voilà. Après, le policier, c'est une partie de la chaîne pénale, mais il n'est pas responsable de toute la situation. Et, son travail, c'est de stopper. Voilà. Et aujourd'hui, le travail de la police a été accompli. Et ensuite, s'ils reviennent, nous serons là, nous les attendrons et nous reprendrons le terrain. Ces opérations coup de poing ne sont qu'une partie du travail de la police. C'est bon pour moi. Car pour endiguer le trafic de drogue, il faut viser la tête du réseau. Depuis des mois, plusieurs services de police ont un homme dans le viseur, un gros trafiquant déjà condamné, un individu considéré comme extrêmement dangereux. L'officier de police judiciaire a donné le feu vert à son arrestation. Il n'hésitera pas à aller au contact, les gars. Donc le truc est que là, il ne faut même pas hésiter. Si le mec se laisse faire, c'est de suite s'il a allongé, on le maîtrise au sol, ce sera beaucoup plus facile. Ouais. S'il se relève, les gars, il ne va pas falloir chercher à comprendre, il va falloir l'amener au sol. Et on le menotte direct. Et même après, les gars, il va falloir toujours 2 mecs autour de lui, parce que c'est vraiment un mec qui cherchera la faille en permanence. Soyez propres, comme d'hab. Pour ce type d'arrestation, au sein de la CSI 75, le commissaire Barnabé dispose d'une unité spécialisée. Le groupe de soutien opérationnel, une trentaine d'hommes ultra entraînés, sous le commandement du brigadier-chef Aïssa. Il est 5 h du matin, 1 heure avant l'heure légale de l'opération. Malgré l'entraînement hors du commun d'Aïssa et ses hommes, la tension monte. Ils sont connus pour du grand banditisme, des armes, des violences, énormément de violences. 6 h du matin, l'individu dort tranquillement dans son appartement au premier étage de cette résidence. Mais il n'est peut-être pas seul. Donc les gars, c'est par là, on se met contre le mur, s'il vous plaît, à droite. Les premiers policiers ouvrent en toute discrétion la première porte de l'immeuble. Et comme il faut aller vite, comme c'est un premier étage, il peut prendre la fuite à droite ou à gauche. Chez lui, normalement, c'est essentiellement de l'argent. Il faut qu'on aille assez vite pour pas qu'il se débarrasse de l'argent, qu'il le jette par la fenêtre, ou même s'il y a du stup. Arrive le moment le plus délicat. Il va falloir pénétrer rapidement les lieux dans quelques secondes. La porte va être forcée à l'aide d'un vérin hydraulique d'une poussée de 7 tonnes. Il faut faire vite, profiter du sommeil de la cible et de l'effet de surprise. L'arrestation va durer moins de 10 secondes. La compagne du prévenu n'est pas en cause. Elle sera écartée durant toute la durée de l'opération. Vous vous mettez à l'angle de porte, s'il vous plaît. Plus tard, les policiers poursuivront l'enquête avec l'aide d'un chien spécialisé dans la recherche de drogue, d'armes ou d'argent. Viens, pied. Travail. Collègue, il y a un marquage avec des billets dans la pièce d'à côté. Au passage, les policiers trouvent une jolie liasse de billets qui semble appartenir au suspect. Un billet de 100, intéressant. On continue, je vais faire le compte avec lui. Ça marche. Et c'était son argent. Ouais. Fin de l'interpellation. Il est 8 h du matin. Le suspect est déjà placé en garde à vue. Il sera plus tard présenté au juge d'instruction. Ouais, on le prend en compte, les gars, s'il vous plaît. Par contre, là, il va falloir te... Vas-y.
Elle bloque la circuit au cas où. Son véhicule, un puissant bolide de marque allemande d'environ 100 000 €, est saisi. Laquelle? Je croyais que c'était un pote. Si l'enquête prouve qu'il a été payé avec l'argent de la drogue, il sera alors propriété de l'État. Au commissariat, l'homme va être mis en cellule avant que les enquêteurs ne l'entendent. Pour trafic de drogue en bande organisée, la police dispose de 24 à 96 heures de garde à vue. Pour lui, ce sera vraisemblablement un minimum de 48 heures. Cette impressionnante arrestation m'a donné envie d'en savoir plus sur un des policiers de l'opération, le chien. Je suis au centre d'entraînement de la brigade cynophile. Allez. Ah, il est lourd, la vache. Non, il est pas lourd, il est tout petit. Voilà. Allez. 130 fonctionnaires et 80 chiens sont engagés chaque jour dans des missions d'anticriminalité. Bougez plus. Alors, vous poussez les mains. Jump. Allez. C'est bien. Bah, c'est bien, mon gars, t'as gagné, hein. Il fait chaud. Olivier est l'un des maîtres chiens de l'unité. Avec lui, je vais découvrir les incroyables aptitudes du meilleur ami de l'homme. Jump, par exemple, un malinois de 2 ans. Parmi ses spécialités, l'assaut. La chienne est capable de mettre KO n'importe quel individu avec sa muselière coquée. Monsieur, c'est la police. Ouais, qu'est-ce que t'as là? Monsieur, laissez-vous faire. Ah non, je me laisse pas faire. Attention. Oh, t'es complètement dingue. Approchez pas, monsieur, hein, c'est la police. Ah, tu vois, si j'approche pas, Allez, gros, attaque. Le but, c'est de repousser. Alors, on est plus au niveau du torse, Ouais. ce qui va couper le souffle en fait, ce qui nous permet de déstabiliser l'individu. On n'est pas là pour blesser les gens. Alors ça va leur faire mal, hein, c'est sûr. Ça va surtout couper le souffle. D'accord. Ouais. Donc c'est vraiment ici au niveau du Ouais, sternum. alors quand on met le casque, souvent ça a tendance à les monter. rehausser un peu dans leur frappe. Quand on lève le casque, ils ont tendance à descendre un tout petit peu, donc ils sont là. Certains chiens ont tendance à venir dans le ventre. Bon, là, ça coupe encore plus le souffle et on se retrouve avec des personnes qui sont un peu pliées. Donc ça permet de bien les calmer quand ils commencent à être vraiment agressifs. Ouais, je comprends. Ce chien policier est en formation, mais il montre déjà de belles dispositions au maintien de l'ordre. L'exercice suivant consiste cette fois à arrêter un individu retranché. Monsieur police. Le chien peut parfois être plus rapide que l'homme. Monsieur, c'est la police, sortez ou j'envoie le chien. Pour mettre ce genre de criminel hors d'état de nuire. Individu bloqué, on va s'asseoir, monsieur. On va décaler, on va face au chien. 1, 2, 3. Individu interpellé. Mais la première aptitude des Malinois et bergers allemands, c'est bien évidemment leur flair. Cadavres, drogue, explosifs, ils peuvent tout reconnaître, à condition d'être sans cesse entraînés. Le maître chien Jérôme entraîne régulièrement Isno à pister des personnes disparues ou recherchées. Il suffira de quelques secondes au chien de recherche pour assimiler une odeur et retrouver un individu sur plusieurs kilomètres. Donc on est à la section piste, recherche de personnes. On recherche des personnes qui ont disparu. Donc on fait toute disparition inquiétante, ça va du mineur qui a fugué, en passant par la personne suicidaire ou les personnes à Alzheimer. Mais ça peut être aussi dans un cadre judiciaire où on peut rechercher des auteurs de vol à main armée ou différentes personnes qui ont commis des délits. À partir du moment où ils sont partis à pied. Assis. Assis. Dès qu'ils ont pris un véhicule ou transport en commun ou autre moyen de locomotion, pour nous, ça sera plus efficace. Voilà, on cherche. Allez. Donc le chien va chercher une odeur
laissé par la personne. Il faut savoir que vous perdez des milliers de molécules à la minute, molécules odorantes à la minute, et ces molécules-là se déposent au sol. Et le chien va essayer de retrouver les odeurs que vous avez laissées au sol en partant d'une odeur de référence. Il sait quelle odeur il doit chercher, et après, dans sa recherche, il fait le tri parmi toutes les odeurs que vous pouvez trouver au sol, et va remonter jusqu'à la personne qu'on doit rechercher. Ouais, c'est bien, moche. C'est bien. Allez, on y va, on cherche. Donc la conduite doit toujours être très fluide, il ne doit y avoir aucun arrêt. C'est-à-dire que s'il est arrêté, il peut se demander s'il est sur la bonne trace. Il peut se dire, attends, tu m'arrêtes, pourquoi tu m'arrêtes alors que je suis dessus? Et du coup, il peut partir sur autre chose. Et par contre, ça peut aller très vite. Donc à partir du moment où il a son odeur, il faut le laisser faire sa recherche et ça peut fuser très vite. Le but pour lui, c'est de retrouver son jouet. Donc par le biais de retrouver la personne, il retrouve son jouet et de là, il peut jouer. Ouais, encore une fois. Ok, vas-y, donne. Ouais, t'es bien, Didi. La brigade cynophile intervient presque tous les jours dans Paris. Ce jour-là, Patrice et ses équipes sont appelés en renfort pour enrayer le trafic de drogue dans une cité. Je pars avec le commandant Héritier. Nous, on fait de la prestation de service, donc on va intervenir partout, que ce soit dans Paris intramuros ou les départements de Petite Couronne, en fonction des besoins, des affaires en cours essentiellement. Je vais découvrir à quel point les chiens sont indispensables pour ce type d'opération, et pas seulement pour rechercher de la drogue. Dans un premier temps, pour figer la situation, on utilise ces deux chiens d'intervention. Ça nous permet, c'est une petite démonstration de force qui nous permet de calmer les esprits assez rapidement. Bon, bah allez, faites chauffer les cuisses, on y va. Tandis que certains chiens font régner l'ordre, d'autres partent à la recherche de toutes les odeurs de stupéfiants auxquelles ils ont été formés. T'as 2 sachets zip ici. Ok? À l'angle. C'était sous les feuilles. Voilà, là et là-bas. Et très vite, la drogue cachée par les dealers et les consommateurs est découverte. Dans la police nationale, nos chiens dans la recherche sont monospécialité. Donc un chien stupéfiant ne cherchera que des stupéfiants, un chien d'explosif ne cherche que de l'explos. La seule peut-être spécificité, nos chiens stupéfiants sont capables de chercher des billets de banque. La Banque de France en fait, nous fournit des coupures d'euros, et ce qui nous permet de travailler directement sur les molécules de billets. Donc, on travaille ça veut dire que chaque coupure a une odeur? Oui, absolument. Ah bon? Chaque billet, si vous voulez, les chiens travaillent sur les molécules, on leur apprend à repérer des molécules d'encre précises, des molécules de papier précises, ce qui nous permet de nous impliquer dans tout ce qui est narcotrafic, et quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit. Et comment s'appelle le chien qui fait les billets de 500? Parce que ça m'intéresse. Ah oui, je vous mettrai en relation personnellement avec le maître qui s'en occupe. Elle a mis un sacré coup de nez, ouais. Elle a pris un truc. Très bien, ma Zozo, montre-moi. Montre-moi, Zoé, c'est où ça? C'est où ça? Très bien. Celui-là, il était de loin. Hop là. Très bien, ma Zozo. Oh, énorme. Très bien, ça. C'était juste ici, je sais pas si tu as besoin de le savoir, c'était posé là. Tu avais tu sais, le gobelet là. Voilà, et puis dedans, tu avais le pochon noir. Je suppose que c'est de l'herbe dedans? Je sais pas. Résine? Ok, bah, je vais bien faire le massif là parce que le coup de nez était franc. Pour éviter tout lien avec les trafics, les consommateurs et les dealers cachent leur dose à l'extérieur dans des petites planques. Ok, c'est l'emballage vide. Allez, on continue, c'est bien. La cité regorge de petits endroits où est planquée la drogue, mais essentiellement en petite quantité. L'opération de police reste un succès. Il s'agit avant tout de prévention et de santé publique. Ok, positif. Il y a une savonnette. Ici. Dans le faisceau. Tout à coup, quelques jeunes tentent de fuir. Sans doute ignorant de la descente en cours.
il est facile pour les forces de police de les appréhender. Doucement. Bougez pas, laissez votre main. Donnez vos mains et ne bougez pas. Il s'agit de consommateurs. Les jeunes sont bons pour un simple rappel à l'ordre, une opération réussie en grande partie grâce au talent des chiens policiers, aujourd'hui indispensable à toutes les enquêtes de police. Normalement, les chiens, l'idéal c'est de les avoir à 1 an. Ouais, je vois que vous êtes bien informés. En fait, on les récupère entre 9 mois et un an et demi, pas au-delà de 2 ans. Et avant, c'est trop chien fou, donc c'est un bébé chien qui ne... Avant, les caractères ne sont pas véritablement affirmés. Et on les met à la retraite en revanche à l'âge de 8 ans. Ça, c'est notre politique au sein de la police nationale. On considère que le chien, lorsqu'il a fait 7 ans, 6 ans de bons et loyaux services, à 8 ans, on peut ou replacer le chien, ou en tout cas, c'est l'hypothèse la plus commune, les maîtres chiens gardent leur chien de travail avec eux. Mais ça veut dire que le chien est attribué à un maître chien, on est d'accord, c'est le seul qui a la possibilité de le faire travailler. Oui, en recherche, que ce soit en stupéfiant ou en explosif, vous avez un maître pour un chien. Là, c'est pour créer du lien, c'est pour qu'il y ait une interrelation qui soit la plus forte possible. Ouais. Et d'ailleurs, certains maîtres ont d'ailleurs leur chien à domicile et les chiens, parfois même, peuvent partir en vacances. Moi, je délivre des autorisations écrites par rapport, permettant au maître de partir en vacances avec son chien. L'adage qui dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, c'est vrai en fait. Ah oui, complètement. Ouais. Oui, ça va même au-delà de ça. Moi, j'ai l'habitude de dire que chez les maîtres chiens, vous savez, il y a d'abord le chien et puis après, il y a Dieu. Et ça, c'est aussi fort que ça. À moto, en voiture ou à pied, les agents de la police de proximité sillonnent inlassablement les rues de la capitale et sa banlieue. Mais certains en explorent les bas-fonds. Métro, RER, bus, gare. Pour lutter contre la criminalité et garantir la sécurité des usagers des transports publics, une brigade spéciale a été créée en 2003. Elle s'appelle la Brigade des réseaux ferrés, la BRF. Je les protège, s'il y a un problème, je suis là. Donc là, on va aller vers La Chapelle. Gare du Nord et La Chapelle, c'est un couloir qui les sépare. Et là-bas, il y a beaucoup de voleurs. Voilà. Donc on peut être requis par un usager qui vient de se faire voler son téléphone ou son portefeuille. Je suis en compagnie du brigadier-chef Benoît. Avec son équipe, il patrouille chaque jour sur les points les plus sensibles du réseau ferré. Sécuriser les transports en commun, c'est d'abord faire acte de présence. Donc là, quand on fait des contrôles, on vérifie donc, les pièces d'identité, donc s'ils ne sont pas recherchés par la police. Là, on est un secteur où il y a beaucoup de vols de téléphones portables et de portefeuilles. C'est pour ça qu'on, sur leur autorisation, on leur demande de communiquer le numéro email du téléphone et on vérifie s'il est volé ou pas. Voilà. Bonjour monsieur, contrôle de police s'il vous plaît. Rien de dangereux chez vous monsieur? Rien d'interdit? Non? Sûr? Sûr. Une pièce d'identité? Ouais. Faites voir votre téléphone et votre pièce d'identité monsieur. Oui? Est-ce que vous pouvez allumer votre téléphone s'il vous plaît monsieur? Non, allumez-le monsieur s'il vous plaît. C'est bon. Et le passeport? Au revoir. Voilà monsieur. Bonne journée. Au revoir. Paris dispose de l'un des réseaux ferrés les plus denses du monde. 26 000 km de voies pour plus de 25 millions de voyageurs par jour. Un lieu confiné, idéal pour le vol à l'arraché, et particulièrement de téléphones portables. 75% des vols de smartphones ont lieu dans le métro. Mais vous allez voir comment le brigadier-chef Benoît mène la vie dure aux délinquants. Pour cela, il nous faut quitter le métro et reprendre la voiture. Donc là, on a celui-là, ouais, qui est présent en Opéra, donc. Et on en a un autre, celui. On ne voit pas très bien. Donc en fait, l'idéal, c'est d'avoir les deux côte à côte. Au moins, en fait, le signalement sera facile à voir. Un vol de téléphone portable vient d'avoir lieu sur la ligne A du RER. Les agents, grâce à leurs caméras de protection, ont repéré les agresseurs et les suivent à la trace. Ils nous guident vers la meilleure station pour procéder à leur arrestation. Je suis à Opéra, est-ce que tu veux que j'aille à Charles de Gaulle? Ou je descends maintenant? Charles de Gaulle étoile en bas. Est-ce que vous avez bien les descriptions les gars, les deux? Il y en a un qui a le tout rouge et l'autre c'est une veste à fourrure en fait. Oui. Sous terre, les deux voleurs sont dans la rame qui mène à la station Charles de Gaulle.
C'est donc là-bas que nous allons intervenir. Les petits, je suis à l'étoile. Non, elle est même pas partie là-bas encore. Tu vois? Ouais. Durant toute l'opération, Benoît reste en contact permanent avec les agents de la vidéosurveillance. Eux seuls pourront l'aider à identifier les agresseurs. Une rame arrive. Avant-dernière voiture. Les deux suspects sont obligatoirement dans cette rame. À peu près. On se fait pas montrer pour pas qu'ils jettent le téléphone, les gars. Il faut bloquer le RER pour retrouver les deux hommes. Ouais, je sais, mais si le quai est court... Reste avec Brian, Arnaud, s'il te plaît. Passe en bas. Vas-y, en premier, s'il te plaît. C'est dehors, c'est dehors. Je sais pas. Encore après. Là, Sylvain. Deuxième. Je vois pas de deuxième. Brian, Jessica. Tu bloques. Tu vérifies, Brian, à gauche. Non, reste là. Une fois arrêtés, il faut les éloigner des rails pour leur sécurité et vérifier s'ils n'ont pas jeté le portable au sol. Ils sont montés pile à cette porte. Ils sont restés là-bas. Ils n'ont rien jeté, vous avez rien vu? Non, ils sont restés là. Le monsieur a dit, ils sont montés là, ils sont restés ici. La fouille commence. Sur eux, un portable. Il n'y a personne qui a déposé un téléphone, quelque chose comme ça ici? Mais il ne semble pas correspondre à celui qui a été volé. C'est quoi? C'est un S7? Est-ce que les gars, il y a un S7 ou pas? Non, il y a un S7. Monsieur, donnez-moi le téléphone, s'il vous plaît. Tu me vois là où t'es? Pour être sûr, le brigadier-chef Benoît va le présenter à sa collègue chargée de la vidéoprotection, directement face à la caméra. Je t'en prie. Regarde. Ah, tu vois? C'est possible? C'est rouge qu'il avait. Ouais. C'est rouge qu'il avait. Ouais. Bah, c'est la marque... C'est pas... Ouais, t'appelles l'Évangile et tu me dis? On va les ramener donc au service judiciaire pour savoir si c'est eux qui correspondent ou pas. Et apparemment, il y a d'autres faits qu'on pourrait leur mettre dessus apparemment d'après le service judiciaire. Donc on les amène en vérification au service judiciaire chez nous. Voilà, pour vérifier. Là, je vérifie leur identité s'ils ne sont pas connus au service de police. C'est à toi le téléphone? Oui, monsieur. Ouais, vous l'avez acheté où, monsieur? Hein? Vous l'avez acheté où, le téléphone? Je sais pas, ça fait longtemps. Ça a 2 ans. Combien tu l'as acheté? Hein? Combien? 250 €. 250 € au magasin? Oui. Il était neuf? Oui. D'accord. On va vérifier dans la voiture? Oui. Donc vous venez avec nous, monsieur, s'il vous plaît? Les deux hommes vont être emmenés au commissariat. Là-bas, ils seront confrontés à la victime qui pourra ou non identifier les agresseurs et le portable. Alors, Charlie, Hôtel, Alpha, Roméo. Là, sur place, on ne peut pas faire grand-chose, à part vérifier leur identité. Voilà, parce que tous les deux, ils n'ont pas de papier, donc on vérifie leur identité et on vérifie s'ils n'ont pas le téléphone sur eux. Là, pour l'instant, ils sont clean au niveau des identités. Ils n'ont pas le téléphone sur eux. On va prendre contact avec la victime qui va voir si on va les reconnaître. Et ils ont quel âge? Moins de 18 ans? Eux, ils se disent 16-17 ans, ouais. Mais ils ont la vingtaine, facile. Voilà. Le fait de dire qu'ils ont moins de 18 ans, ça les forcément... Eux, ça les rassure parce qu'ils sont mineurs, ils pensent qu'en tant que mineurs, ils ne risquent rien. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on embarque. On les met dans l'autre voiture? Ouais. Finalement, le téléphone volé ne sera jamais retrouvé. La journée est chargée, nous repartons cette fois dans le centre de Paris où une femme a été agressée et dépouillée de quelques centaines d'euros. Veste de tailleur, la meuf. Un chignon. Jeff, tu fais la meuf, sac à main noir. Ils sont toujours là? Ils sont toujours là.
Une fois encore, les agents de la vidéoprotection suivent les deux agresseurs dans leur déplacement. Il y a Jess qui va tout seul sur la meuf. Jess, si ça va pas, tu gères. Cécile, tu vas avec? Viens, viens, s'il te plaît, s'il te plaît. Dis-moi si ça bouge, dis-moi si ça bouge. Allez, Sylvain. Là, là. C'est bon. Quoi? Tu attends? Veste de tailleur et chignon, la jeune femme correspond à la description faite par la victime. Monsieur, est-ce que vous avez de l'argent sur vous? Présentez-moi l'argent que vous avez sur vous, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez combien sur vous? Vous avez que ça? Vous avez rien d'autre? Est-ce que madame a de l'argent sur elle? Vous mettez ça dans la poche, monsieur, s'il vous plaît. Pour les confondre, il faut maintenant retrouver l'argent volé. Oh, regarde. Mais vous avez oublié ça? Là, il y a 500. C'est à vous, ça? Si, mais c'est de ma poche. Ah, c'est à vous? Je sais pas, je vous ai demandé de l'argent, vous m'avez dit j'en ai pas. Ouais. Vous en avez encore? 803 évangiles. Ok. Là, on fait ça. Les deux 803 évangiles. C'est bon. Tournez-vous, monsieur. Ah non, il y a combien d'argent là, Teddy Ben? Je sais pas encore, il doit en manquer. Le vol ne fait guère de doute, le couple va être placé en garde à vue. Sur le sac, on n'a pas bien vu. Monsieur, on va aller dans la voiture de police et on va aller au commissariat. Mais pourquoi je suis... D'accord? On vous expliquera au commissariat. D'accord? Vous avez quel âge? Moi? Vous avez quel âge? Mais j'en ai 22. 22? On peut monter sur l'évangile, c'est bon. Allez, on y va. Oui, Bravo 4, interpellation de 2 individus. Pour vol, donc sur les faits, les 2 individus auraient dérobé du numéraire sur une usagère à Hôtel de Ville. Il y a plusieurs minutes, hein, c'est reçu. Les 2 individus sont repérés à la station Arrêt-Métier. On les interpelle. Arrêt-Métier, c'est reçu. Avec un taux d'élucidation de près de 50%, les 1200 agents de la brigade représentent l'un des services de police les plus efficaces de la préfecture. « 14 juillet au matin. Paris et sa banlieue sont placés sous haute surveillance. Près d'1 million de spectateurs sont attendus dans les rues pour le feu d'artifice. Toutes les unités, dont l'unité équestre, sont sollicitées pour sécuriser les zones à risque. Direction Saint-Denis. Ce jour-là, j'ai rendez-vous avec le major Thierry Tarlet, adjoint à l'officier d'unité de la brigade équestre, qui patrouille en ville. Quelle est la physionomie là sur le secteur actuellement? Secteur très calme. C'est calme? La rue La République, oui. Commerçante, mais sinon le secteur calme. Bonne physionomie sur le secteur. Il y a plus de monde là-bas? Oui, il y a plus de monde. Allez, on va aller au secteur rue piétonne. Se déplacer dans les rues piétonnes, c'est sûr, c'est déjà un avantage. Mais surtout à cheval, la vue est dégagée, on peut voir de très loin, et ça compte. À cheval, ça nous permet de surplomber tous les piétons. Là où nous, quand on va se trouver à pied, on va très vite ne plus avoir de visibilité parce que c'est noir de monde. Mais vous allez voir qu'entraîné, le cheval se révèle un véritable policier. Les premiers résultats de la brigade font apparaître une chute de 17% de la délinquance sur le secteur. Vous arrêtez 4 de front, vous augmentez les écarts entre les chevaux. Bon, salut! En répétition des gestes techniques d'intervention avec l'une des patrouilles, je me prête à l'exercice. Merci à vous. Mais vous voyez qu'ils sont professionnels, vous disiez l'inverse tout à l'heure. On va considérer que vous êtes une personne ayant commis un crime ou un délit flagrant et on va venir vous interpeller. D'accord. Allez, on parle normalement. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui. Retournez-vous, madame. Ouais. Moi, j'ai en fait toute la partie haute de votre corps. D'accord. Les mains au-dessus de votre tête, vous levez les mains. Mettez-vous. Voilà. Me voilà menotté. Ah oui, ça a des grandes jambes quand même. Là, on est nous parce que là, on est très très. C'est bon, c'est bon. Allez, bonne soirée.
C'est vrai que quand on est à l'intérieur, c'est plutôt assez impressionnant. D'abord, on ne laisse pas les yeux et il y a quand même 2 énormes masses. Et c'est vrai que de faire attention à ses pieds et tout, et donc j'imagine que ça annihile complètement l'agressivité du prévenu. Et c'est vrai, mais s'il y avait de l'hostilité, le fait du surplomb du policier fait que je peux difficilement atteindre. Là, c'est difficile. Ouais. Les chevaux sont aussi utiles pour les arrestations lors de regroupements à risque, comme les manifestations. On va faire un encagement. Donc vous simulez une interpellation. On fait une bulle là. Là, il y a une bulle de protection autour des effectifs qui interviennent à pied. Donc vous voyez, les chevaux sont en position, une bulle de protection pour éviter que les collègues au milieu soient importunés par de l'hostilité. Hein. Allez, une progression au trot, on évacue rapidement jusqu'au 4x4. Il faut, admettons, un groupe de supporters qu'on ne veut pas voir arriver trop vite parce qu'ils risqueraient de croiser des groupes de supporters de l'équipe adverse. Eh bien, dans ces cas-là, on va leur imposer une progression de façon à éviter les affrontements. Mais extraire également des voitures qui se seraient engouffrées dans un groupe de manifestants, eh bien, ça nous permet d'ouvrir la voie au milieu de la foule à ces personnes. Donc c'est au coup par coup, en fonction de ce qui se présente à nous quand on est face à des gros rassemblements. Chichou, ils sont beaux, hein. Franchement, ils sont beaux. Combien ça pèse, ça? Avec le cavalier, plus de 700 kilos. Non, mais ce qui veut dire qu'effectivement, la pression, enfin, la force, la puissance du cheval et le poids, pour repousser des gens, 700 Pas besoin kilos. d'élan pour être fort. Ah ouais. Franchement, oui. Petit gentil. La brigade équestre compte 16 chevaux de race et 28 cavaliers émérites. Voilà votre bête qui vient de travailler. L'important du bien-être du cheval commence par le pansage. Ça nous permet de détecter s'il y a quelques blessures quand on fait le pansage. Voilà. Stéphano qui veut participer un petit peu à l'exercice. Bonjour Stéphano. Je vous vois plus, hein. Alors, vous voyez l'intérêt de la taille des chevaux aussi. Ça permet, on l'a vu tout à l'heure, l'exercice, hein, d'écarter aussi le champ visuel. Vous avez de l'après-shampoing? Le cheval scellé, la brigade me propose une mission de surveillance en leur compagnie. C'est mon cheval. Comment il s'appelle mon cheval déjà? Urvana, c'est une jument. Nirvana? Urvana. Ah, Urvana. Urvana, on va aller entre copines, hein? Ça te dérange pas, Stéphano? Ah, tu veux que je tout? Oui, tu m'aimes bien. Ah oui, tu m'aimes bien. Eh bien, on va descendre là pour remonter après. D'accord. D'accord? Par où on va descendre? Tout droit. Tout droit là? Allez, suivez-moi. Ah non, non. Non, on va descendre là-bas, quoi. C'est de la subordination? Absolument. Serrez les jambes. Super. Penchez-vous bien en arrière. Au pas, ça me va, mais il y a bien longtemps que je n'étais pas montée à cheval. Eh ben voilà. Vous avez un lien avec la cynophile, justement, de considérer votre cheval comme un membre de votre équipe à part entière? Il y a beaucoup de points communs avec les unités cynophiles. L'aspect dissuasif des chiens de patrouille est comparable à l'aspect dissuasif que l'on peut avoir avec nos chevaux sur la délinquance, sur les groupes, ouais. Et puis le partenariat. Là, c'est indéniable. Aujourd'hui, la problématique terroriste, sous toutes ses différentes formes d'expression, occupe une place importante. Alors depuis quelques années, le travail de la police s'est considérablement transformé. Selon les enquêteurs, le 13 novembre au soir, il aurait convoyé les kamikazes au Stade de France, avant de se rendre dans le 18e arrondissement. Les représentants de l'ordre sont devenus les cibles privilégiées des terroristes. Magnanville, Montrouge, Champs-Élysées, la Goutte d'Or ou encore le Louvre. Depuis 2012, 9 policiers sont morts en service sous les coups de couteau ou sous les balles des terroristes. Alors les techniques d'entraînement ont changé
il faut apprendre à interpeller des individus très violents, de véritables forcenés, parfois armés jusqu'aux dents et prêts à mourir. Ce jour-là, je retrouve les hommes et les femmes de la brigade d'élite de la compagnie de sécurisation et d'intervention pour un entraînement bien particulier. Sous la direction du commissaire Barnabé, ils vont apprendre à interpeller un individu retranché dans un bâtiment. On dispose de moniteurs au sein du service et on a une vraie politique ambitieuse de formation. Et dès 2014, en fait, on avait commencé à travailler sur cette problématique des tireurs en action. Les gars, on déséquipe tous et on s'équipe en lourd. C'est parti. L'exercice va se dérouler dans une usine désaffectée. Les hommes de l'unité d'intervention vont simuler une véritable situation de crise, proche de celle de l'attentat du Bataclan en 2015, où ils sont pour la plupart du temps les premiers à intervenir. Ouais, c'est bien suivi, prochain exercice. Rapidement, on nous signale pas mal de cris, il y a un gros mouvement de foule sur place et on nous signale toujours la présence d'un individu armé sur site. Suivi. Les policiers disposent d'un minimum d'informations. Alors là, on progresse, on a le bâtiment en face, qui est une infirmerie, un homme armé est rentré, ça tire, apparemment des cris, donc c'est sûrement des blessés, l'homme toujours sur place. On va encercler le périmètre et ensuite progresser si besoin. Objectif, protéger les civils et neutraliser le tireur. Ces agents d'élite vont donc progresser, comme ils l'ont appris, par équipe, et sécuriser toujours leurs angles de tir. Les détonations paraissent réelles. En fait, elles sont enregistrées et diffusées par les instructeurs pour placer les policiers en situation de stress maximal. Il leur faudra moins de 3 minutes pour sécuriser tout le bâtiment et maîtriser l'assaillant. Le terrorisme a totalement transformé le métier de policier, sans cesse obligé de se réadapter. Avec moi pour l'extraction. Le brigadier chef David forme ses hommes à l'anticipation. Le métier est nettement plus exigeant. On demande à des individus, quelles que soient leurs compétences, si vous voulez, d'un niveau bac, on leur demande d'atteindre un niveau bac plus 10 en intervention. C'est un peu le parallèle. Donc le travail est énorme. Et s'il y a bien un événement qui regroupe tous les moyens de la préfecture de police, c'est le soir de la fête nationale. Un 14 juillet à Paris, c'est l'un des plus beaux feux d'artifice du monde, mais c'est aussi une population festive, jusqu'au bout de la nuit, cible favorite de la délinquance et du terrorisme. Les hommes de la CSI 75, sous la direction du commissaire Barnabé, font partie des 11 500 policiers et gendarmes mobilisés ce soir-là. La force de frappe de la police nationale ce soir, ce sera vous et la BAC 75e. Et je compte sur l'ensemble d'entre vous, effectifs en tenue, effectifs en civil, effectifs motards, pour faire face aux menaces qui nous guettent, à savoir évidemment les violences urbaines, jets de projectiles, feux de véhicules, feux de poubelles que l'on rencontre à chaque fois. Les vols et violences contre les personnes aussi, que l'on va connaître du fait du nombre important de citoyens qui vont se promener dans Paris, particulièrement au sein des balles de pompiers. Et puis aussi, malheureusement, le risque terroriste, en vous rappelant que vous serez la première réponse en cas d'attaque, quelle qu'en soit la nature. Et je vous rappelle aussi à ce titre qu'en cas d'attaque terroriste, le deuxième danger, c'est le surattentat. Donc il y a toujours ce réflexe, quelle que soit la nature de l'attentat initial, de penser au surattentat. Pour l'ensemble, garde à vous et on peut les rendre. Bonne soirée, à tout à l'heure. Le surattentat consiste pour les terroristes à frapper une seconde fois au cœur d'une première tuerie de masse. Événement à haut risque, tous les policiers de France ont en mémoire ce sinistre 14 juillet 2016, lorsqu'un terroriste tue 86 personnes sur la promenade des Anglais à Nice, avant d'être abattu par certains de leurs collègues. Depuis, chaque événement public est sous très haute surveillance. J'imagine que
quand vous arrivez dans des moments de foule comme ça, vous ne recherchez pas la même chose qu'il y a 5 ans, forcément? Bien sûr, parce qu'on s'adapte à la menace, à ce qu'on voit en France évidemment, mais aussi ce qu'on voit à l'étranger. Donc il y a, ouais, là on ne peut pas vous dévoiler tout le dispositif, mais il y a énormément de choses qui sont faites contre les véhicules béliers, il y a des choses qui sont faites contre les explosifs, des choses qui sont faites contre des tireurs embusqués, donc il y a beaucoup de travail qui est fait. Tandis que CRS et militaires encadrent la foule venue ce soir voir le feu d'artifice et faire la fête, je pars en patrouille avec le commissaire Barnabé. On va rentrer dans la cité Saussure, je ne réponds plus de rien. Il y a 2-3 ans, ils avaient tiré un mortier, donc un feu d'artifice, sur un bus RATP, et le bus avait brûlé intégralement. Ah oui, je me souviens. Les policiers le savent, le risque ne se cantonne pas uniquement au lieu de fête. Le 14 juillet, le risque est partout. Ouais, transmettez pour TI51. Ouais, c'est reçu, merci. Des tirs de mortier ont enflammé des poubelles. Nous partons immédiatement à la recherche des auteurs. Il y a des petits gamins qui viennent, qui sabotent tout, quoi. Tout. C'est odieux. Et vous habitez là, vous? Moi, j'habite là. J'ai un appelé le 17, mais c'est insupportable. Ce qu'on va faire, madame, on va patrouiller sur le secteur, on va essayer de retomber sur les groupes qui ont fait ça. On verra si on peut l'identifier ou pas. À la radio, les hommes chargés de la vidéosurveillance nous guident jusqu'au suspect. Il nous faudra peu de temps pour l'interpeller. La caméra, elle vous voit? Est-ce que la caméra monte? Le jeune homme nie être l'auteur du feu de poubelle. Il va alors être amené au commissariat pour être confronté à l'enregistrement de la vidéoprotection. Regardez-moi, est-ce que la caméra monte? La caméra, elle a filmé avant que vous arriviez, alors. Donc la caméra monte, on est bien d'accord. Vous verrez ça avec le chef judiciaire, alors. Ah bah, vous savez ce que vous avez fait. En tout cas, la caméra, elle sait. Bon bah, vous venez d'arriver, de toute façon, vous venez de me le dire. Donc... S'il est l'auteur du feu de poubelle, il risque 30 000 € d'amende et 2 ans de prison pour dégradation de biens publics par engin incendiaire. La patrouille continue. On retire 3 individus contrôlés, rien sur eux, et arrête les collègues reprennent leur mission initiale en sécurisation sur le secteur. Quelques minutes plus tard, un homme s'enfuit alors que nous passons simplement dans la rue. Ça court. Ah, ça court. Allez, c'est parti. Ah, là-bas. Nous le prenons immédiatement en chasse. Ah, vas-y, par à droite, c'est à droite. Il a un petit bon. Dans la main, le bac. À droite, demi-tour. Restez dans la voiture. Ouais. Le commissaire Barnabé s'élance à sa poursuite et en quelques secondes, l'homme est stoppé dans sa course et plaqué au sol. Mets-toi un plat ventre. Pourquoi tu cours? Hein? Vas-y, lève-le. Essaie pas de repartir. Bah, pourquoi t'es parti en courant? Ouais, chauffeur TI51 de TI51. T'as 20 ans, t'as pas de formation et tout ce que tu fais c'est courir quand tu vas en voiture de police. C'est pas vrai? Tu cours pas contre la police? Donc ouais, on t'invite à rentrer chez toi et à faire rentrer le tien. Bonne soirée. J'espère qu'une prochaine rencontre se passera moins mal. Un comportement suspect inexplicable, l'homme est relâché. La nuit est loin d'être finie. Nous rejoignons l'un des hauts lieux de la fête, mais aussi de la criminalité. Le quartier de la Bastille, à Paris. J'y rencontre le major Alain. Il est à la tête d'une brigade de terrain dédiée exclusivement au 11e arrondissement.
C'est l'équipe qui tient le secteur, c'est un secteur extrêmement difficile. Ils ont beaucoup de mérite, parce que c'est vraiment un secteur qui est compliqué à tenir. C'est festif. Et ils sont courageux. Et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon les vols et les agressions seraient bien plus importants. Surtout qu'il y a un nombre de bars ici qui est quand même hallucinant. Sur le 11e, on a 1500 licences 4, donc 1500 bars sur Bastille et Oberkampf. Et là, ce soir, les bars, ils ont l'autorisation de nuit, donc ils sont ouverts toute la nuit. Comme c'est quelle heure? Ah, toute la nuit, parce que c'est du 13 au 14 juillet, c'est pour la paix nationale. Ah oui. Ah oui, donc là, ce soir, on a la crème de la crème. Vous n'êtes pas couché, non? Si, vers 8h du matin. Son secteur, le Major Alain le connaît par cœur. Le risque est partout, dans les grandes artères remplies de monde où l'alcool coule à flot, mais aussi dans les petites ruelles où se réfugient les dealers. Ce qui est bien, c'est que ça sent bon. Bonsoir, monsieur. C'est votre scooter? Monsieur? Bonsoir, c'est votre scooter. T'avais dit tout à l'heure, on t'a dit quoi là? Ton shit, tu ne prends pas ici, ton shit, t'as compris? Donc tu rentres chez toi là, c'est clair? Le message, il est passé là? Ici, c'est notre territoire de chasse. C'est la rue parfaite, il n'y a pas de caméra. C'est renfoncement, donc là, ils viennent pisser, ils fument et ils se droguent tout ce temps. Et ça vend là, ici, dans cette rue? Tout le temps. Sauf que maintenant, pour dîner, ils sont à 5 pour vendre une barrette de shit. Ah oui. Donc c'est pour les faire. Le Major Alain, figure du quartier, est une présence rassurante pour les habitants et les commerçants. Franchement, ils passent, ils nous demandent est-ce que tout va bien et on travaille à l'aise. Et vous sentez que depuis qu'ils sont là, c'est beaucoup plus calme? Depuis qu'ils sont là, on est dans le 11e. C'est ça. Voilà. Depuis qu'ils sont là, on est à Paris 11e. Vous avez retrouvé la tranquillité? On a retrouvé notre quartier. Ah bah c'est super, je suis contente. Passez une bonne soirée, merci beaucoup monsieur. Bonne soirée. Fin du feu d'artifice, le public s'est dispersé alors que nous rentrons au service, un dernier appel, une dernière intervention. Un octambule vient de se faire bousculer alors qu'il enfourchait un vélo pour rentrer chez lui. Mais non, mais sinon, faut aller aux urgences à pied. Il faut les pompiers. Non, mais on peut y aller à pied, c'est à 50 mètres à pied. Il y a un collègue qui vous accompagne. Ce couple de jeunes l'a molesté pour lui voler son vélo. Mais des agents présents sur les lieux les ont interpellés. Auteurs de violences, ils doivent être conduits au commissariat. Bon, il faut monter, on va la transporter au commissariat. Ce soir à côté d'elle, bon courage. Tu vas voir. Toi, tu veux quoi? File-moi avec ton truc, tu vas voir. Leur mission s'achève. Aucun incident grave à déplorer sur notre secteur d'intervention. La chance peut-être. Mais aussi le professionnalisme des policiers de Paris, avec qui j'ai vécu tant d'aventures. La proximité, c'est le cœur de métier de la police nationale. On pourrait presque dire que proximité et police, ce sont des... Enfin, c'est un pléonasme. Ah oui. Voilà, je ne sais pas comment on peut faire de police sans être proche des citoyens. La police, elle est au cœur de la cité. C'est un service public, on ne le dit jamais, mais moi, je pense à tous les policiers qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Le policier, il patrouille, il cherche son travail et de fait, il est proche des autres. Des policiers, comme le dit le commissaire Barnabé, entièrement dévoués à leur ville. 3 heures du matin, rideau de fin pour les équipes du commissaire Barnabé qui rentrent à la base. Ma nuit n'est pas finie. Je rejoins le Major Alain qui patrouille sur son secteur, le 11e arrondissement. Et là, on contourne la rue de Lappe, c'est ça? Voilà. Et on retourne aux voitures? Ce serait bien, j'espère qu'elle y sera tout le jour. J'ai parlé un peu vite. Remonté dans le véhicule, un appel 17 police secours pour un blessé à l'arme blanche sur la voie publique. Les blessés, l'auteur ne doit plus être sur place. Proche du secteur, on prend l'intervention en renfort des pompiers, déjà sur place. Concernant ma victime de Faubourg du Temple, donc il a une plaie à l'abdomen d'environ 5 cm de large avec les viscères qui ressortent, c'est suivi. L'homme à terre a reçu un coup de couteau, la blessure a l'air profonde. Les pompiers le transportent dans le camion.
Il faut faire vite, il a déjà perdu beaucoup de sang. L'homme est visiblement très mal en point. La rue est vide, seules les personnes qui ont contacté police secours sont restées au chevet du blessé en attendant les pompiers. Ces témoins pensent à un règlement de compte, ils l'ont entendu dire « c'est quelqu'un qui m'a trahi ». Il a dit c'est quelqu'un qui m'a trahi. Quelqu'un m'a trahi. Ah, vraiment c'est quelqu'un qui l'a trahi. Bon. L'homme sera conduit aux urgences. À sa sortie, il ne portera pas plainte. L'hypothèse du règlement de compte sera donc retenue. « 8 heures du matin, après 2 mois aux côtés des équipes de police secours, il est temps pour moi de les quitter. Merci d'avoir été avec nous, excellente soirée et à très bientôt sur C8.